Bonjour à tous. Je vous demande de vous asseoir, parce que vous êtes presque tous assis. On va commencer donc la seconde masterclass avec Françoise Benamou, vice-présidente du Cercle des économistes, professeur, et Étienne Klein, qui est déjà bien connu de tous, je suppose, qui est donc physicien, qui travaille, ça a été dit, au commissariat à l'énergie atomique, et qui est aussi auteur de nombreux livres et producteur à France Culture d'une émission, elle aussi connue, sur précisément la trajectoire scientifique, ou la démarche scientifique, dont on a fait une allusion tout à l'heure. Alors, à toi d'introduire le sujet, comme ça se fait toujours à Aix. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'introduire Étienne Klein. Avant de parler de son métier, il est bien connu de beaucoup d'entre vous, je voudrais dire qu'il est un compagnon de route du Cercle des économistes et qu'on lui en est très reconnaissant. Ça fait plusieurs années qu'on a le bonheur et l'honneur de le voir participer à nos travaux et notamment présider le jury de la parole aux jeunes. Voilà. Alors, Étienne Klein est, beaucoup le savent, directeur de recherche au CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est un savant, nous le savons tous. C'est aussi un philosophe. C'est un passeur. Et il fait de formidables émissions à la radio qui permettent de comprendre tout ce qui est incompréhensible en matière de scientifique. Et c'est extrêmement précieux. Je vous invite à tous à l'écouter et à le podcaster. Voilà, alors il a écrit de nombreux livres. Un des derniers, c'est un tout petit livre, parce que dans la collection qui s'appelle Tract, collection qui a été lancée par la maison Gallimard. Et ce livre s'intitule « Le goût du vrai » et c'est un livre particulièrement opportun, et je dirais même indispensable, dans le contexte des débats que nous connaissons tous aujourd'hui. Voilà. Et je voudrais ajouter une chose. Il n'y a pas si longtemps, vous avez auditionné à propos de ce qu'étaient des experts et vous aviez fait une distinction extrêmement intéressante entre la science et la recherche et que j'avais trouvé particulièrement importante pour justement essayer de comprendre comment on fait la distinction entre ce que l'on sait et ce sur quoi on travaille et que l'on ne sait pas encore, en tous les cas sur lequel on discute encore. Voilà. Alors, cette masterclass a un titre un peu énigmatique. Le futur existe-t-il déjà dans l'avenir? Et Étienne va nous expliquer ce qu'il entend par là. Alors, ce titre, il m'a fait penser à un livre de Pierre Bayard. Je ne sais pas, Étienne, si vous l'avez lu, un livre qui s'intitule « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ». Voilà. Et c'est un sujet extrêmement important que de savoir comment, dans le fond, on peut penser l'avenir, avec quel ressort, avec quel référent intellectuel, etc. Alors nous économistes, nous avons parfois des difficultés avec l'avenir. On s'est trompé, ça arrive qu'on se trompe. Je me rappelle cette lettre de la reine d'Angleterre aux économistes de la London School of Economics, où elle écrivait « Mais comment n'avez-vous rien vu ?» en gros. Et c'est vrai que ça nous avait beaucoup interpellés. Alors je crois que depuis, on a... parmi les efforts qu'on fait, développer beaucoup l'analyse de données, l'analyse des faits et le dialogue avec toutes les autres sciences sociales et avec les sciences dures. Et je crois que ça nous apprend beaucoup de choses que de discuter avec les autres disciplines. Quant à la pandémie, elle a donné à beaucoup de jeunes, je crois, le sentiment que le futur, d'une certaine manière, s'était arrêté, qu'il fallait le réinventer, mais avec quels moyens avec quelle perspective? Fallait-il être optimiste? Voilà. Alors merci Étienne de nous éclairer sur la façon dont il est encore possible de penser le futur. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation. Merci pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir ici à Aix au début du mois de juillet.
Alors le titre, en effet, il est assez ridicule, j'en suis bien conscient, mais mon travail pour la demi-heure qui vient, ça va être d'essayer de vous montrer qu'en fait c'est une question fondamentale, à la fois pour vous qui êtes jeunes, mais aussi pour les physiciens. C'est-à-dire c'est une question que se posent les physiciens depuis un certain temps. Est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? Et donc je vais vous tenter en tout cas de vous montrer que cette question est importante à comprendre. Avant, je voulais revenir, puisque Jean-Hervé Lorenzi m'y a invité, sur le titre de ce petit livre que vous avez cité, Le goût du vrai. C'est une expression que je n'ai pas du tout inventée, qui est dans un texte de Nietzsche. Nietzsche, en 1878, a publié un livre que vous avez peut-être lu, qui s'intitule Humain trop humain, et dans lequel il y a un chapitre qui fait moins d'une page, qu'il a intitulé L'avenir de la science. Un texte très court, dans lequel il y a cette expression, à la fin de ce petit texte. Nietzsche dit « Bientôt, le goût du vrai disparaîtra à mesure que la vérité garantira moins de plaisir. » Moins de plaisir. Et je me demande si on n'y est pas un petit peu arrivé. C'est-à-dire que ce qui m'a fait écrire ce tract, que j'ai écrit en quelques jours, il y a exactement un an, c'est la façon dont on a mis en scène la science et la recherche pendant l'épidémie de Covid. Façon médiatique de mettre en scène la science qui m'a personnellement traumatisé. Voilà. Le vulgarisateur que je suis a été traumatisé par la façon dont on a donné la parole, comme jamais sans doute dans l'histoire, à des scientifiques, mais on a très peu entendu la science. Et ça m'a questionné. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais expliqué aux gens ce qu'est un essai en double aveugle? Pourquoi on ne leur a jamais expliqué ce qu'est une exponentielle, qui est devenu un mot de la langue courante? Pourquoi on n'a jamais dit ce que veut dire pour un vaccin d'être efficace à 95%? Qu'est-ce que ça veut dire, 95%? Pourquoi on n'a pas donné un cours expliquant la différence qu'il y a entre une coïncidence, une corrélation, une causalité, alors que l'amalgame entre les trois fait des ravages et a été abondamment utilisé pendant ces quelques semaines? Et donc, je pense qu'un quelqu'un qui intervient dans les médias en tant que scientifique devrait toujours dire des phrases du type « nous savons que », c'est pas « je pense moi que », c'est « nous savons que ». Le « nous » veut dire qu'il engage une parole collective. Oui, j'ai laissé tomber mes feuilles, c'est la gravité, mais c'est pas grave. Nous savons que, ça veut dire qu'il engage une collectivité qui a travaillé sur un sujet. Ça, c'est la première partie de la phrase. Et la seconde partie, c'est « et nous nous demandons si ». Nous savons que c'est la science. Nous nous demandons si c'est la recherche. Ça veut dire que la science et la recherche, en effet, sont deux choses différentes. Une question a été posée tout à l'heure sur les fake news. La chose qui m'inquiète, moi, c'est que dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, qu'elles soient scientifiques ou autres, des croyances, des commentaires, des opinions, des bobards, qu'on appelle des fake news. Et ces choses qui ont des statuts très différents, par le fait qu'elles circulent dans les mêmes canaux de communication, se contaminent mutuellement. Et il faut faire un gros travail pour être capable de faire la part des choses. D'autant plus que quand on vous présente une connaissance scientifique, d'aucuns vont se demander si cette connaissance n'est pas en fait la croyance d'une communauté particulière. Et puis lorsqu'on vous présente une croyance, d'aucuns vous feront remarquer que cette croyance est peut-être une véritable connaissance qui aurait été injustement méprisée. Et donc, quand je m'adresse, je le vois bien, à des jeunes, je voudrais juste, avant d'entamer mon sujet, faire une petite remarque en forme d'anecdote. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, beaucoup de jeunes, peut-être vous, ont manifesté pour le climat dans les grandes capitales. Et il y a eu des manifestations à Paris, et l'une d'entre elles a commencé près de chez moi, à Port-Royal. J'habite à Denfert-Rochereau. Je suis allé voir des jeunes qui s'apprêtaient à défiler. J'en ai rassemblé une dizaine pour discuter avec eux autour d'un café. Et j'ai été étonné. Il y avait des élèves de terminale, des élèves de Sciences Po, des élèves d'université. J'ai été étonné, un peu comme ce matin, par leur maturité politique, leur conscience qu'ils ont des enjeux. On a parlé pendant 1 heure, et j'ai donc compris qu'ils avaient, du point de vue politique, une maturité bien plus grande que celle que pouvait avoir ma génération au même âge. Sauf qu'à la fin, j'aurais demandé, au fait, les amis,
c'est quoi l'effet de serre? C'est quoi physiquement l'effet de serre? Et aucun n'a su répondre. Ce qui n'est pas très grave, ils sont jeunes, vous êtes jeunes, vous avez le temps d'apprendre. Mais j'aurais pu leur proposer des arguments qui sont parfois ceux que défendent les climato-sceptiques. On met du CO2 dans l'atmosphère, so what? Il y en a qui est déjà présent naturellement par les éruptions volcaniques. En quoi le fait d'en ajouter un peu pourrait changer le climat? Et puis vous avez vu, on mesure les températures en degrés Celsius. Une augmentation d'1 degré, quand on prend le 0 Celsius, ça fait d'1 degré sur 20 degrés, ça fait pas mal de pourcents. Mais si on mesurait les températures en Kelvin, sachant que 0 degré Celsius, c'est moins 260... le zéro absolu, c'est moins 273 degrés Celsius. Donc si vous mesurez en Celsius, la variation relative de la température est beaucoup plus petite. Bref, je leur dis tout ça. Et si vous n'êtes pas armé intellectuellement pour savoir répondre à des arguments qui contestent la connaissance, ce sont des arguments qui en général sont truffés de bon sens. Ils ont l'air raisonnables. Or la science, ça serait long à expliquer, elle s'est construite contre le bon sens. Simplement, il y a un moment où il doit y avoir une corrélation entre la militance et la compétence. C'est bien d'être pour ou contre la 5G, c'est bien aussi de savoir ce qu'est la 5G. C'est bien d'être pour ou contre le nucléaire, c'est bien aussi de savoir pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires et pas un autre élément chimique. Voilà. Je termine donc là-dessus. J'en viens à mon sujet. Est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? Et je vais commencer par un constat que chacun peut faire avec un logiciel qui permet de compter l'occurrence des mots, des différents mots qu'on choisit grâce au logiciel, dans les discours publics. Et le mot que j'ai choisi avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, c'est le mot progrès. Et on a constaté numériquement, quantitativement, un phénomène que sans doute vous-même avez observé, c'est la disparition totale dans les discours publics du mot progrès. Or, le mot progrès, c'est un mot qu'on a écrit pendant 3 siècles avec une majuscule. C'est un mot qui a été structurant de l'idée même de modernité. Il a commencé à décroître à la fin des années 1980, période où a réapparu un mot très ancien qu'on a réactivé, qui est le mot innovation. Et puis le croisement des deux courbes, le progrès qui descend, l'innovation qui monte, s'est produit en 2003. Et entre 2007 et 2012, le mot progrès, qui avait encore un peu résisté, a complètement disparu. Alors, on pourrait se dire, on a modernisé le discours sur le progrès, puisque innovation, c'est un terme qui est quasi synonyme du mot progrès. Ce serait long à raconter, donc je ne vais pas le faire, mais si vous avez des questions, j'y répondrai. En fait, quand on regarde la rhétorique dans laquelle on insère le mot innovation et qu'on la compare à la rhétorique dans laquelle on insérait le mot progrès, on se rend compte que notre discours sur l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès et même la contredit. Pour le dire en une phrase, la rhétorique de l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps qui passe qui est corrupteur. Le temps qui passe aggrave les situations. Et c'est l'innovation qui permettra de maintenir le monde en état, alors que la rhétorique du progrès s'appuyait sur l'idée d'un temps constructeur, d'un temps qui est complice de notre liberté et de notre volonté. Alors c'est dommage que le mot progrès ait disparu, parce que l'idée de progrès a une anagramme que j'aime beaucoup. L'idée de progrès a pour anagramme le degré d'espoir. Bon, c'est une coïncidence, il ne faut pas en faire une affaire, mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire croire au progrès? Alors, si vous lisez les philosophes des Lumières qui ont théorisé cette idée, il y a évidemment 1000 manières de présenter l'idée de progrès, mais il y en a une qui fait à peu près consensus. Ça consiste à configurer le futur d'une façon crédible et attractive. Les deux mots sont importants. Pourquoi crédible? Parce que le progrès, ce n'est pas l'utopie. Le progrès, ce n'est pas inventer un autre monde complètement arbitraire dont nul ne saurait comment on pourrait le réaliser. Non, il faut que ce soit crédible, c'est-à-dire il faut qu'on puisse tracer un chemin explicite
entre le présent où nous sommes et ce futur que nous dessinons à l'avance. C'est l'idée que si on travaille bien, nos enfants, nos petits-enfants, nos successeurs vivront un meilleur monde que le nôtre. Et pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit attractif? Eh bien parce que le progrès n'est pas automatique. Il ne suffit pas d'y croire pour le réaliser. Pour le réaliser, il faut travailler. Valérie, tout à l'heure, a dit qu'elle n'aimait pas le mot sacrifice, mais en fait, il y a un petit texte de Kant, Emmanuel Kant, qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», dans lequel il parle du progrès, et c'est lui qui emploie le mot sacrifice. Il dit « L'idée de progrès est une idée doublement consolante et sacrificielle ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle est consolante parce qu'elle nous permet de penser que nos enfants vivront mieux que nous. Donc elle nous console des malheurs du présent. Elle est également consolante, dit Kant, parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle réclame. Donc elle est sacrificielle. Pour le dire en une phrase, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Ce qui suppose une philosophie de l'histoire. Nous n'avons plus de philosophie de l'histoire, et d'ailleurs c'est pour cela que la rhétorique de l'innovation s'appuie sur l'état critique du présent et non pas sur une certaine idée que nous avons du futur. Puisque le futur n'est plus configuré, il est laissé en jachère intellectuelle, et comme l'a dit Valérie à l'instant, quand les scientifiques parlent, et là je ne parle pas des scientifiques qui étudient les trous noirs, les ondes gravitationnelles, ou le boson de Higgs, ou le Big Bang, qui eux nous font rêver. Je parle des scientifiques qui travaillent sur l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire la nature proche, qui travaille sur le climat, qui travaille sur la biodiversité, qui travaille sur la pollution des sols, de l'air, des eaux, etc. Ces gens, quand ils parlent du futur, tiennent des discours qui ne sont pas du tout attractifs. Et c'est sans doute pour cela que l'idée de progrès, il y a évidemment d'autres raisons, mais c'est sans doute en partie pour cela que l'idée de progrès a fait faillite et a été remplacée par l'innovation. La première fois que j'étais venu aux rencontres d'Aix, je ne sais plus quand c'était, je pensais que c'était un petit club qui se réunissait dans un café à Aix, donc j'avais rien du tout préparé, et j'ai dû débattre du temps justement. Et j'ai improvisé, je venais de lire un livre d'Olivier Rey qui s'appelle « Une folle solitude, le fantasme de l'homme autoconstruit ». C'est un livre dans lequel Olivier Rey, qui est à la fois mathématicien et philosophe, parlait d'un phénomène qui est passé complètement inaperçu, mais dont lui pensait qu'il était historique, c'est le retournement des poussettes. Le retournement des poussettes de bébés. Pendant très longtemps, on a poussé les bébés dans le sens inverse de la marche. Donc les bébés dans les poussettes ou les landaux regardaient la personne qui les poussait, leur mère, leur père ou une nourrice, échangeaient avec cette personne des regards, des grimaces, bref, se trouvaient connectés à son passé, étaient rassurés par le fait qu'il était connecté à son passé. Et puis tout d'un coup, pour des raisons que je n'ai pas le temps de détailler, on a à l'échelle mondiale, et je pense que vous avez tous été victimes de ce retournement vu votre âge, on a retourné les poussettes. Et on a poussé les bébés vers l'avant, sans doute d'ailleurs à cause de l'apparition de la mode du jogging. Les pères voulaient courir en poussant les trucs, donc on a retourné les poussettes et on leur a donné 3 roues. Et les gens ont dit, bah, c'est très bien, ça permet aux bébés, aux enfants, aux jeunes enfants d'être connectés au futur, au monde qui se déploie devant eux. Mais on peut aussi défendre l'idée que ce retournement a produit de l'angoisse, puisque les enfants ne voient que des personnes anonymes et ne sont pas rassurés par le fait qu'elles sont en contact avec leur propre généalogie. Bon. Évidemment, c'est une plaisanterie, mais elle est significative du fait que notre regard sur le futur a changé. Ma génération est une génération qui a été adolescente, disons, dans les années 1970, et à cette époque-là, toutes les semaines, tous les jours même, on parlait aux adolescents de l'an 2000, dans les magazines, etc. Et donc, on était abreuvé de ça.
On nous expliquait comment on allait voyager en l'an 2000, comment on allait travailler, comment on allait s'informer, etc. Donc ça veut dire que le futur était représenté aux deux sens du terme. Il était présent, mis dans notre présent, et en même temps il était dessiné. Il y avait souvent des bandes dessinées pour l'illustrer. De sorte que chacun d'entre nous pouvait tracer une trajectoire individuelle entre ce présent où nous étions et ce futur qui nous était présenté. Évidemment, beaucoup de choses qui ont été imaginées à cette époque-là se sont révélées fausses, mais peu importe, le futur existait déjà dans l'avenir. Un peu comme dans un calepin, où apparaissent des dates qui ne sont pas encore présentes, mais dont vous voyez qu'elles sont déjà disponibles. Et j'observe qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça. Le futur n'est plus configuré. Il est laissé en jachère intellectuelle. Personne ne sait dire ce qui va se passer en 2050. Évidemment, les climatologues nous disent des choses. Mais personne ne sait dire ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a encore des amphithéâtres? Comment se fera l'enseignement? Quelle sera la géopolitique? La société est devenue trop liquide pour qu'elle puisse asseoir sur des terres sûres ses capacités de prédiction. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait reconfigurer un horizon? Et pour vous montrer à quel point c'est une rupture, j'ai trouvé l'autre jour un discours de Clemenceau, Georges Clemenceau, qui faisait remarquer qu'un discours de Jaurès se reconnaît au fait que tous ces verbes sont conjugués au futur. Jaurès ne parlait qu'au futur. Nous avons changé notre façon de conjuguer. Nous sommes pris dans une sorte de présentisme. On parle beaucoup de l'actualité. Pendant le premier confinement, vous vous souvenez, on a parlé du monde de demain. On a justement, alors qu'on était pris dans l'urgence, on a fait l'effort d'un écart par rapport au présent pour tenter de penser le monde de demain à l'aune de ce que nous voulons, à l'aune de ce que nous savons et à l'aune de ce que nous sommes en train d'apprendre grâce, si j'ose dire, ou à cause de la pandémie. Cet exercice intellectuel qui a été très prolifique, très fécond, a été progressivement abandonné à mesure que nous avons compris que c'était une longue affaire et que nous étions en quelque sorte enlisés. Mais il y a une autre façon de voir que notre rapport au futur a été profondément modifié. Ma génération était impatiente de l'an 2000. On était pressé de vieillir. Ce qui est d'ailleurs absurde. Hein. Mais moi, je me souviens, j'avais hâte d'être en l'an 2000. Mais qui a hâte d'être en 2050? Qui accepterait de retourner dans le passé en connaissant la suite de l'histoire? Si vous retournez, par exemple, en 1927, date que j'aimerais connaître, puisque c'est l'année où il y a les grands débats entre Einstein et Bohr sur la physique quantique, j'aimerais bien pouvoir assister à leur discussion à l'hôtel Métropole de Bruxelles. Mais évidemment, si je vis en 1927 comme les gens qui vivaient à l'époque, tout va bien. Mais si je vis en 1927 en connaissant la suite de l'histoire, c'est-à-dire en sachant qu'il est possible d'aller chez le dentiste sans avoir mal, est-ce que j'aurais le courage d'aller chez le dentiste en 1927? Non. Personne d'entre vous n'aurait le courage d'aller chez le dentiste en 1927. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes prisonniers du présent. Nous n'accepterions pas de vivre dans le passé. Les jeunes filles n'accepteraient pas de ne pas avoir le droit de vote, par exemple. Nous n'accepterions pas de vivre dans le passé. Et nous n'avons aucune hâte d'aller vers le futur. Et donc, il faut bien reconstruire un horizon. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour reconstruire un horizon? Qu'est-ce qui se construit? Qu'est-ce qui se détruit? Pour une grande part, nous l'ignorons, mais nous l'ignorons parce que paradoxalement, nous avons compris quelque chose. Et ce que vient de dire Valérie Masson à l'instant l'illustre parfaitement. Nous avons compris que par des boucles nouvelles et inattendues, que personne n'avait prévues finalement, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous.
nous allons dépendre de choses qui dépendent de nous. Or, comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire, que nous ne pouvons pas savoir. Et ça nous met dans une situation ambiguë, d'autant plus ambiguë que, comme le disait Michel Serres, il ne dépend plus de nous que tout ne dépend que de nous. Par exemple, j'empiète sur un sujet qui n'est pas ma compétence, mais en matière de climat, évidemment, comme l'a rappelé Valérie, beaucoup de choses dépendent de nous. Mais pas que. Le climat dans les prochaines années, il est déjà déterminé par ce que nous avons fait dans les années précédentes. Il y a une part de la suite de l'histoire qui va se passer en régime balistique. D'accord ? Donc il ne dépend plus de nous que tout ne dépend que de nous. Et en même temps, ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. J'aime pas parler avec beaucoup de gravité, mais ça donne à votre génération une mission passionnante, hein, difficile mais passionnante. C'est-à-dire, comment tenir compte de ce que nous savons, de ce que nous voulons. Il ne s'agit pas de rêver, hein. Il s'agit de prendre au sérieux ce que nous savons. Prendre au sérieux ce que nous savons, ce qui suppose de savoir ce que nous savons. D'être capable de l'expliquer. C'est pour ça que depuis quelques années, je suis sorti de mes trajectoires naturelles pour m'engager dans le débat sciences-société parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Les connaissances scientifiques ne percolent pas dans la culture. Et donc, il y a une sorte d'état d'urgence pour que... Parce que moi, avant la pandémie, je me disais, la vulgarisation, ça marche très bien. On écrit des livres, les livres sont lus, on reçoit des questions des lecteurs, ils ont compris, on fait des conférences, les gens comprennent. Mais en fait, non. La vulgarisation ne fonctionne qu'auprès des gens qui s'intéressent à la vulgarisation. Mais la majorité des gens, et c'est ce qu'a montré la pandémie, ce qu'on appelle le grand public, c'est un public que les vulgarisateurs ne voient jamais. Et dont les réflexes de pensée sont mus, comme Nietzsche l'avait prédit, plutôt par des croyances que par des connaissances. Parce ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment un désir de vérité. Il n'y a pas de désir de vérité. Nous déclarons aimer la vérité, mais en réalité, nous déclarons vraies les idées que nous aimons. D'où le succès des fake news. On les partage, comme on dit, on les propage, non pas parce qu'on pense qu'elles sont vraies, mais parce qu'on aimerait qu'elles soient vraies. Et ça se traduit par un empressement à les diffuser. Alors, comme j'ai perdu mes pages, je ne sais plus quoi faire. Ah si, quand même, je reviens à la question posée. Est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir ? Quand vous tracez l'axe des temps, et vous le faites, même si vous n'êtes pas scientifique, vous tracez l'axe des temps, vous regardez comment, par exemple, une valeur boursière ou une population ou n'importe quelle variable temporelle change au cours du temps. Vous tracez l'axe des temps en le représentant par un axe. On a tellement l'habitude de faire cet exercice, de représenter le temps par un axe, qu'on oublie complètement que cette façon de le représenter est une monstruosité topologique. Pourquoi ? Parce que cette façon de représenter le temps comme s'il était de l'espace fait penser que les instants du temps existent ensemble, puisqu'ils coexistent dans la même représentation. Or, tout instant du temps, quand il existe, quand il est présent, est le seul instant à exister. Donc la question qu'on doit poser, c'est quand vous êtes présent à l'instant T, qui est l'instant présent, où sont les instants du futur, où sont les instants du passé ? Est-ce que les instants du futur existent déjà quelque part à un autre endroit que celui où vous êtes présent ? Et est-ce que les instants du passé existent à un autre endroit que celui où vous êtes ? Ils sont encore là, mais ailleurs que là où vous êtes. Alors, c'est une question qui a été posée par Kant, hein, qui lui-même avait remarqué que cette façon de représenter le temps comme de l'espace posait problème, puisque ça revenait à nier l'existence même du temps, en le
représentant comme s'il était de l'espace. Tous les points de ce segment de droite, là, le côté du carré qu'est la table, tous ces points dans l'espace existent ensemble. Et on a tendance à dire, finalement, une longueur est par rapport à l'espace la même chose qu'une durée par rapport au temps. Non, il y a une différence fondamentale, c'est que les instants du temps n'existent pas ensemble. Alors si je parle de ça, c'est parce que hier, on a fêté les 116 ans de la théorie de la relativité d'Einstein, qui a écrit son article en 1905 à la date du 30 juin, donc ça fait 116 ans à 2 jours près. Et il y a plusieurs façons de comprendre la théorie de la relativité, mais il y en a une qui s'appelle la doctrine de l'univers bloc, qui consiste à dire que le bon cadre pour penser la relativité, ce n'est pas l'espace et le temps, mais c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Et l'idée, c'est que l'espace-temps, c'est la même chose que l'espace. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes à Aix. Dans l'espace, nous sommes à Aix-en-Provence. Mais en même temps que nous sommes à Aix, existe la ville de Paris, existe Brest, Strasbourg, Marseille, Lille. J'essaie de ne pas faire de jaloux. D'accord ? Donc ces villes existent autant que Aix-en-Provence. La seule différence entre ces villes et Aix-en-Provence, c'est que nous sommes présents à Aix-en-Provence. Et l'idée de l'univers bloc, c'est de dire c'est la même chose pour l'espace-temps. C'est-à-dire que ce que nous appelons le présent, c'est ce qui accueille notre présence dans l'espace-temps. C'est notre présence qui détermine ce qu'on appelle le présent. Le présent n'est pas universel, il n'y a pas un présent de l'univers, il est local. Et les événements du futur sont ailleurs que là où nous sommes, dans l'espace-temps. Ils sont déjà là. Un peu comme Brest ou Lille sont ailleurs dans l'espace. Et puis les événements du passé, tous les événements du passé, sont encore là dans l'espace-temps, à des endroits où nous ne sommes plus. D'accord ? Et donc, dans cette conception-là, et ça vous permet de comprendre le titre que j'ai proposé pour cette intervention, dans cette conception-là, le futur existe déjà dans l'avenir. Cette conception, elle est évidemment critiquée, elle ne fait pas l'unanimité, notamment à cause d'arguments qui viennent de la physique quantique, qui est une autre théorie physique qui, elle, permet de comprendre des interactions fondamentales comme l'électromagnétisme ou les forces nucléaires. Ça serait long à expliquer, mais la physique quantique, à cause de son indétermination fondamentale, met plutôt en avant ce qu'on appellerait un présentisme. C'est-à-dire, n'existe que ce qui a lieu. Et quand il s'agit de penser le futur, évidemment, on ne va pas attendre que les physiciens se mettent d'accord. Parce que vivre, c'est s'accorder déjà sur un certain sens qu'on donne à l'avenir. Donc c'est un peu à vous de choisir entre l'univers bloc et le présentisme. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire une synthèse, et même de faire du en même temps. C'est-à-dire de retenir de l'idée de l'univers bloc que le futur aura lieu. C'est-à-dire il y aura un futur. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans le premier confinement, c'est que avant que l'épidémie apparaisse, on donnait beaucoup la parole aux collapsologues, à ceux qui prédisaient un effondrement de l'humanité, de nos modes de vie, etc. Et puis, il y en a même qui prédisaient la fin du monde. Et puis, dès que le confinement a commencé, dès que nous étions pris dans une sorte de catastrophe, dès que nous étions pris dans une sorte d'urgence, des gens se sont mis à réfléchir au monde de demain. Et donc c'est quand même incroyable qu'en quelques semaines, grâce à la pandémie, l'idée de fin du monde a été détrônée par l'idée d'un monde de demain. Incroyable. C'est comme s'il y avait un renversement de la flèche du temps. Et donc voilà, il faut accepter ou même croire en l'idée que demain, il y aura un monde. Mais contrairement à ce que dit la doctrine de l'univers bloc, ce monde n'est pas complètement configuré. Il y a des déterminations sur lesquelles nous ne pouvons pas jouer, mais par ailleurs, il y a encore de la place pour l'initiative, pour le jeu, pour le projet,
pour l'invention, pour le désir. Et la leçon qu'à mon avis, il faut tirer de la pandémie, c'est une leçon sur laquelle je me permets d'insister, bien qu'elle soit banale en fait. Mais j'ai lu les travaux des historiens qui montrent que toutes les pandémies du passé, peste noire, grippe espagnole ou autres, ont été suivies immédiatement, après qu'elles se soient arrêtées, par une amnésie collective. C'est-à-dire que toutes les leçons qu'on pouvait en tirer ont été immédiatement oubliées au motif qu'il fallait rattraper le temps perdu et donc vivre comme avant avec encore plus d'intensité. Là, j'espère qu'on va au moins retenir la leçon, qui est que nous devons penser le futur, non pas en attendant Godot, en attendant que le futur se manifeste à nous d'une façon plus claire pour que nous le prenions au sérieux, mais que nous le reconfigurions d'une façon qui ne sera pas forcément attractive. C'est là que l'idée de progrès doit être retravaillée. Il va falloir du courage, mais que nous tenions compte de ce que nous savons. Tenir compte de ce que nous savons. Moi, je suis plus âgé que vous, évidemment, mais je me souviens des fausses controverses sur le climat, promues médiatiquement, qui permettaient à des gens qui, en général, même n'étaient jamais climatologues, de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour nous inviter à ne pas croire ce que nous savons. Il y a certaines vérités de science que personne ne conteste. Par exemple, le théorème de Pythagore. Par exemple, la découverte du boson de Higgs en 2012. Découverte fondamentale en physique. Ou celle des ondes gravitationnelles. Est-ce que vous avez vu dans les librairies des livres intitulés « Ma vérité sur le boson de Higgs » écrits par un chercheur qui contesterait cette découverte? Est-ce que vous avez vu des livres intitulés « Ma vérité sur les ondes gravitationnelles » ? Non, parce que quand il s'agit de ces sujets, en fait, on est relativement indifférent à ces vérités scientifiques, on s'en fiche. Donc personne ne va prendre le temps de les contester. En revanche, si la vérité scientifique en question nous dérange, nous oblige à nous interroger sur nos façons de penser, de vivre, etc., alors on voit dans les librairies apparaître des livres qui viennent contester ces vérités scientifiques. Par exemple, « Ma vérité sur la planète » d'un certain ministre. D'accord ? Et donc, je pense que voilà, mon message, c'est qu'on a conscience que l'avenir est en partie déterminé par le passé. Il y a encore des leviers d'action. À vous de les identifier et d'appuyer dessus. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de faire la même chose, c'est-à-dire d'écouter vos questions, et pour que Étienne Klein puisse y répondre. Est-ce qu'il y a des micros? Voilà. Bonjour, déjà merci beaucoup pour cet exposé qui était hyper intéressant. J'aimerais revenir sur l'articulation que vous faites entre progrès et la conscience de ce que vous aviez appelé le fantasme de l'autoconstruction. Comment est-ce que vous faites pour tenir ensemble, justement, c'est cette idée que on a une détermination issue du passé, etc., voilà, et que foncièrement nos actions sont aussi toujours alimentées par une mise en jeu de ce qu'on a appris, de ce qu'on sait dans un monde situé, et cette liberté émancipée, ce que vous appelez l'initiative. Selon vous, où est-ce que ça se situe ? Où est-ce qu'il se joue ce jeu dont vous parlez, notamment dans le cadre de la philosophie de l'histoire dont vous parliez? En gros, est-ce qu'on n'est que les instruments, la médiation du progrès qui serait en route, ou est-ce qu'on peut en être les acteurs autonomes, et comment? Bon, très bonne question. C'est justement la question que je me pose. Et si je me la pose, c'est que je n'ai pas la réponse. Mais comme je vous l'ai dit, la pandémie, ça m'a traumatisé. Et donc justement, je réfléchis à cette question de l'articulation entre, disons, le sujet et le collectif. Ce que m'a fait voir la pandémie, mais qui était déjà visible et manifeste auparavant, mais là on l'a vu de façon massive, c'est le rôle croissant qui menace de devenir exclusif du numérique. Je veux dire par là qu'il
Évidemment, le numérique a toutes sortes de vertus dans la propagation des connaissances, etc. Mais ce qu'on a vu de façon très nette, c'est que, en fait, le numérique fabrique une nouvelle condition de l'individu contemporain. C'est-à-dire qu'en quelques clics, vous pouvez fabriquer votre rapport au monde. Et vous pouvez même déterminer ce que j'appellerais votre chez-soi idéologique. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de désir de vérité, c'est ce que disait Spinoza. Notre cerveau, il n'est pas spécialement intéressé par la vérité. Notre cerveau, il a besoin de confort psychique. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'être heureux. Le confort psychique d'un dépressif, c'est d'être alimenté en mauvaises nouvelles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre cerveau, il est friand de biais de confirmation. Il a envie d'être conforté dans ce qu'il pense. Votre cerveau n'aime pas penser contre lui-même. Ça, c'est une vérité de tout temps. Je veux dire, les gens de gauche n'aiment pas lire Le Figaro. Les gens de droite n'aiment pas lire Libération. Simplement, avec les réseaux sociaux et Internet d'une façon générale, il y a des algorithmes qui sont capables, à partir des données que vous leur donnez, les algorithmes savent ce que vous aimez. Ce que vous aimez penser, ce que vous aimez faire. Et donc, ils vont vous alimenter en vidéos, en articles, qui vont dans le sens de ce que vous pensez. Et j'ai fait une expérience traumatisante cette semaine. J'ai demandé à Google, est-ce que la Terre est plate ? Normalement, Google devrait me dire, mais non, elle est ronde, on le sait depuis très longtemps, et voilà comment on l'a su. Non, Google me propose d'abord des sites platistes. Comme je sais que la Terre est ronde, tout va bien. Mais imaginez que je me pose vraiment la question. Je vais être embarqué dans ce que Tocqueville appelait une petite société. Une petite société, c'est une petite société qui est une sorte de clan dans lequel tout le monde est d'accord. Et il disait, c'est la plus grande menace pour la démocratie. Et on a beaucoup parlé d'abstention, par exemple, des élections. Moi, je ne suis pas du tout politologue. Mais je me demande si ce que je viens de dire n'a pas joué un rôle dans l'abstention. C'est-à-dire que les gens qui sont dans leur communauté numérique, qui ne leur offrent que des biais de confirmation, la Terre est plate, ou bien les vaccins c'est dangereux, etc., ils s'associent par le fait qu'ils pensent la même chose. Est-ce que les valeurs de la communauté numérique à laquelle vous appartenez ne sont pas pour vous plus essentielles que les valeurs du contrat social, au sens de Rousseau? Les valeurs de la République vous semblent moins importantes que les valeurs que vous défendez dans votre clan. Et ce désintérêt pour la chose publique, ça me paraît être une menace. Il y a d'autres interprétations possibles, je lance cette hypothèse. Mais si vous voulez, je pense que la question que vous posez, je la réinterprète comme étant la question de l'articulation entre l'idée de bien public, de destin commun, finalement, d'appartenance à un destin commun qui s'impose à tous, plutôt qu'au fait de profiter d'un destin individuel qui pourrait être plus agréable a priori que celui de beaucoup d'autres. Pour moi, c'est ça l'enjeu, comment articuler ma façon de penser, mes actions, mes choix, avec ce qui s'annonce et qui devrait concerner tout le monde. Et c'est pour ça que... en fait, je ne sais pas répondre à la question, mais je la reformule de cette façon, si vous voulez. Je la reformule de cette façon parce que la pandémie a montré l'influence incroyable sur nos esprits des biais cognitifs. Et à mon avis, c'est ça qui explique l'échec de la vulgarisation. Moi, je pensais que la vulgarisation marchait. J'ai découvert que ça ne marchait pas parce que je n'avais pas pris conscience de l'intensité des biais cognitifs. Par exemple, enfin non, je ne vais pas développer, mais je pense que vous m'avez compris. Mais pardon, je vais me poser une question, mais comment on revient à la connaissance? Là encore, c'est la question que je me pose, mais vous voyez, je pense que nous avons tous beaucoup de connaissances. Quand on mesure par des sondages les connaissances scientifiques des gens, elles sont très importantes. Tout le monde sait que la Terre est ronde. Tout le monde sait que l'atome existe. Tout le monde sait que l'univers observable est en expansion.
Tout le monde sait que les espèces vivantes évoluent. Tout le monde sait que l'activité humaine modifie le climat. Par contre, personne ne sait dire comment on l'a su. Autrement dit, nous avons des connaissances, mais nous avons une très mauvaise connaissance de nos connaissances. Comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde? Personne n'en sait rien. Comment est-ce qu'on a su que l'atome existe? Personne n'en sait rien. D'accord? Pour moi, c'est ça la menace. La menace, c'est que nous avons des connaissances, mais en fait, nous les vivons comme des croyances, ou bien nous les acceptons parce que nous faisons confiance à ceux qui nous les ont enseignées. Mais s'il n'y a plus de confiance, le fait qu'on ait confondu science et recherche pendant la pandémie, c'est une catastrophe. Parce que le moteur de la recherche, c'est le doute. C'est parce qu'on ne sait pas répondre qu'on fait de la recherche. Et quand on confond science et recherche, l'idée de doute, qui est consubstantielle à la recherche, vient coloniser l'idée même de science. Et on dit la science, c'est le doute. Ce qui est absurde. D'autant plus qu'on voit des experts ne pas être d'accord sur les plateaux. Et donc chacun se sent invité à dire en quoi son ressenti, ses croyances, sa culture, son histoire peut trancher des controverses qui par ailleurs apparaissent ici ou là. D'accord? Et ça me semble être une mauvaise pente, puisque cette tendance nous invite à demander à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion. Donc comment remettre les connaissances au cœur du jeu? Moi, je n'ai pas de solution. J'ai une proposition, par contre, c'est de comprendre que les connaissances ont été acquises selon des processus très particuliers. Et donc, par exemple, on pourrait, dans le système scolaire, depuis l'âge primaire jusqu'à l'université, raconter aux élèves, aux étudiants, aux lycéens, chaque année, l'histoire d'une découverte. Mais la vraie histoire, pas la légende, pas la pomme qui tombe, la vraie histoire. Pour la Terre est ronde, par exemple, comment ça s'est passé? Le rôle des éclipses de lune. Quand les gens voient une éclipse de lune, ils comprennent que c'est l'ombre de la Terre qu'on voit sur la Lune. Cette ombre est toujours circulaire. Quelle est la forme géométrique dont l'ombre est toujours un cercle? La sphère. Il y a toujours eu des humains pour savoir ça. Les Grecs le savaient. En fait, je pense qu'on a toujours su que la Terre était ronde. Ce qui n'empêche pas que cette connaissance n'a pas toujours fait l'unanimité. On raconte tout ça. Pareil pour l'atome. Et les gens vont comprendre comment les connaissances ont été acquises par la discussion, la controverse. Et à la fin, on arrive à faire parler un bout du réel. Et ça permet de comprendre la méthode scientifique. Les méthodes scientifiques qui sont parfois victimes de biais, d'erreurs. Et moi, je pensais franchement, au début de la pandémie, je me disais, c'est incroyable, on a une occasion historique de faire de la pédagogie. On va pouvoir expliquer en temps réel, chaque jour, les questions que se posent les chercheurs et comment ils vont faire pour tenter d'y répondre. Et on a commencé à le faire au tout début, au mois de mars 2020, il y a eu de la pédagogie à la télévision, puis tout d'un coup on a arrêté. On a préféré inviter des gens pas d'accord pour créer des clashs sur des controverses prématurées, parce que la recherche n'avait pas encore donné les résultats qui permettaient de clore la controverse. Et à chaque fois qu'un chercheur disait en réponse à une question « nous ne savons pas », ce qui était l'honnêteté intellectuelle, il était perçu comme un mauvais chercheur. Un bon chercheur, c'est celui qui ne dit jamais « nous ne savons pas ». Et donc il était médiatiquement détrôné par des gens qui pratiquaient à outrance ce qu'on appelle, avec un terme un peu pédant, je m'en excuse, l'ultra-crépidarianisme. C'est-à-dire le fait de parler au-delà de ses compétences. L'ultra-crépidarianisme, c'est très sain en démocratie. Quand vous allez au café avec vos amis, vous parlez de tous les sujets, y compris de sujets à propos desquels vous n'avez pas de doctorat. Donc la vie sociale, elle réclame qu'on parle de tout, même si on n'est pas compétent. Mais sur certaines questions scientifiques, il y a des gens qui en savent plus que d'autres. Et puis surtout, il y a des questions de science dont personne n'a la réponse. Et quand personne n'a la réponse, ceux qui prétendent la connaître
vont trop loin. Si je peux terminer par une anecdote, ce qui m'a décidé à écrire le tract Le goût du vrai, c'est la lecture d'un sondage. Le 5 avril 2020, au début de l'épidémie, dans le journal Le Parisien, on a demandé aux Français, est-ce que tel médicament, dont j'ai oublié le nom, promu à Marseille, est efficace contre le coronavirus? Je rappelle que le coronavirus est une maladie dont on guérit dans 98% des cas sans traitement. Donc pour vérifier qu'un traitement fonctionne, il faut une statistique énorme pour faire passer le taux de guérison de 98% à 99%. Faites le calcul. Il faut des cohortes énormes de malades qu'on n'avait pas puisque c'est le début de l'épidémie. Donc on pose aux Français une question dont aucun humain ne connaît la réponse. Normalement, 100% des personnes interrogées devraient dire « je ne sais pas ». 59% des Français ont répondu « oui, c'est efficace ». 20% ont répondu « non ». Et seulement 21% ont répondu « je ne sais pas ». Donc la question est, d'où vient notre promptitude à nous déclarer experts de questions à propos de lesquelles nous ignorons tout? Alors, le micro pour mademoiselle, ou au fond. Je l'ai déjà. Ah, il est déjà distribué le micro. Allez-y alors. Déjà, j'aimerais vous remercier pour cet exposé et pour l'ensemble de vos travaux de vulgarisation toujours passionnants. J'ai une question assez simple. Vous évoquez Nietzsche. Je suis là. Vous évoquez Nietzsche qui... Là. Ouais. Vous évoquez Nietzsche qui prophétisait la perte du goût du vrai. Et vous semblez déceler un peu dans notre époque les signes qu'on a atteint un peu cette apathie pour la vérité. Est-ce que vous pensez que c'est possible, que c'est Sapiens qui atteint un peu ses limites biologiques de développement et qu'on serait comme déterminé pour un certain niveau de progrès, mais pas forcément au-delà peut-être? Vous pouvez préciser? Ça veut dire qu'on serait à saturation, c'est ça? C'est-à-dire que le goût du vrai est nécessaire pour plus de progrès, mais qu'on aurait atteint peut-être un niveau de confort qui fait que biologiquement, on n'est pas amené à essayer de se développer plus et à progresser davantage. Alors moi, je ne dirais pas que le progrès est une idée qui soit directement sur l'idée de vérité. Il y a de l'idéologie dans le discours progressiste. Il y a eu toujours de l'idéologie. Mais ce qu'on a compris, alors c'est peut-être là qu'il y a une forme de limitation qui en effet apparaît, c'est qu'on a compris que, bon, d'abord, la science, elle ne dit pas le vrai. Les réponses qu'elle propose sont, pense-t-on, avec beaucoup d'arguments, les bonnes réponses à des questions bien posées. C'est pas la vérité avec un grand V qu'on découvre. Ce sont les bonnes réponses à des questions bien posées. Est-ce que la Terre est plutôt ronde que plutôt plate? On connaît la réponse. Est-ce que l'atome existe? Oui. Mais l'atome qui existe n'est pas celui qui avait été pensé par les Grecs. C'est autre chose, etc. Donc, c'est jamais si simple. Mais je pense que ce qu'on a compris, en effet, c'est que la science, la recherche produit des connaissances, mais elle produit également de l'incertitude. Mais c'est une incertitude d'un type très spécial. C'est que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités qu'elle nous donne. Quand la science était enchâssée dans l'idée de progrès, quand elle était considérée comme le moteur de l'idée de progrès, les gens disaient c'est le sens de l'histoire, on doit faire ce que la science permet de faire. Quand il y a eu le premier accident de chemin de fer en France en 1848, la ligne Paris-Meudon, 52 morts, tous les passagers sont morts carbonisés. Il y a eu un débat dans la presse. Est-ce que le train, c'est vraiment utile? Ça ne va pas plus vite que le cheval. Ça tue les gens. Et Lamartine, qui était député, est monté à la Chambre. Il a fait un long discours qu'il a conclu par ces mots. Plaignons-les, il parle des victimes, plaignons-nous, nous sommes en deuil, mais marchons. Ce n'est pas un accident qui va arrêter la marche de l'histoire. Bon, un député qui dirait cela aujourd'hui après une catastrophe serait sans doute pas réélu. Ça veut dire que nous nous posons la question de savoir ce que nous devons faire des possibilités que la science nous donne. Le nucléaire, les OGM, les cellules souches, la 5G. Vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a des débats qu'on réclame.
Et puis quand les débats ont lieu, le public n'est pas là. Autrement dit, les gens qui ont réfléchi à ces questions, les gens qui sont compétents, les gens qui sont modérés, sont absents. Il y a une sorte de décorrélation entre la militance et la compétence. Voilà. Et au lieu qu'il y ait des véritables débats, il y a des espèces de joutes, de guerres de tranchées, sans aucun intérêt. Parce que ce qu'on appelle un débat, ça dépend si on se réfère à l'étymologie ou pas. Je pense que vous connaissez l'étymologie du verbe débattre. C'est un mot du XIIe siècle. C'est un vieux mot. C'est un mot qui désigne ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Débattre, c'est le contraire de se combattre. Ça veut dire discuter, refuser les arguments d'autorité. Ça veut dire pratiquer une sorte de politesse de l'esprit. Ça veut dire laisser parler l'autre, argumenter toujours. Ça peut être très ennuyeux. Ça peut être très ennuyeux. Mais à la fin, on sait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et donc je pense qu'il y a pour vous un défi supplémentaire, c'est comment inventer une véritable ingénierie sociale qui permettrait qu'il y ait des débats au sens premier du terme. Parce qu'il est normal qu'une société démocratique comme la nôtre puisse discuter démocratiquement du type de compagnonnage qu'elle souhaite faire avec les nouvelles technologies, par exemple. Mais ces débats qui sont réclamés n'ont jamais lieu. À chaque fois qu'un débat est organisé, le grand public n'est pas là. Le débat est capté par les militants, pro ou anti. Quand je dis militants, c'est pro ou anti. De sorte que les paroles modérées ne peuvent pas prendre place et le débat n'a pas lieu, en fait. Et donc, comment inventer une méthodologie qui dirait la part qui revient au discours des experts, parce qu'à un moment, il faut savoir de quoi on parle, à la discussion et à la décision politique. Et je pense que là, on a quelque chose à inventer, parce que de mémoire, je n'ai jamais vu en France de débat sur des questions technologiques qui se passent bien. Que ce soit les nanos, les déchets nucléaires, la 5G, j'ai jamais vu de débat qui ait vraiment lieu. Allez, encore une question, parce que je trouve très important de vous écouter. Où est-ce qu'il est le micro? Donnez-le à la jeune fille qui avait levé la main en premier. Voilà, merci. Bonjour, merci tout d'abord pour votre intervention. J'ai senti quand même une occurrence du mot ennui dans votre discours, qui fait référence aux données scientifiques qui peuvent être ennuyeuses pour certaines catégories des personnes, ce qui peut être expliqué, tout à fait normal, parce que pas tout le monde accède aux mêmes connaissances, et donc on ne peut pas se forger une vraie opinion comme ce qu'on a fait maintenant. Et pourtant, on a tous la même liberté sur les réseaux sociaux. Une liberté qu'on mérite tous, mais dont on ne se sert pas de la même façon. Donc j'aimerais bien que vous souligniez aussi la notion de nuance, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, surtout pour notre génération. Et même, comment est-ce qu'on peut la transmettre à des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes outils que nous? Parce que tout ce que vous avez évoqué, je pense que ce n'est pas accessible à tout le monde, et qu'on est tous ici privilégiés, dans un certain sens, pour pouvoir ne serait-ce que comprendre ce que vous dites. Merci. Alors vous êtes privilégié parce que vous avez en effet un rapport à la connaissance qui est beaucoup plus étayé, plus vaste, plus construit que beaucoup d'autres. Mais vous pouvez être aussi, j'imagine, des militants de la compétence ou de la connaissance. Et vous dites qu'on est libre sur les réseaux sociaux. Oui, mais non. C'est-à-dire que je pense que notre cerveau, il est... Et c'est ce que montrent d'ailleurs les neurosciences, qui étudient ça de plus en plus. Notre cerveau, il est victime, parfois aidé par ses biais cognitifs. Enfin, et c'est important d'avoir conscience de ces biais, mais il ne faut pas avoir la prétention d'y échapper. Et votre cerveau, quand vous êtes sur Internet, vous voyez bien que vous êtes victime de tentations que vous ne maîtrisez pas forcément, et vous avez de temps en temps envie de vous faire plaisir, vous aimez être distrait. Vous aimez être distrait. Par rapport à la liberté, je parlais de la liberté d'expression, pas forcément une liberté intellectuelle ou une liberté où on sait accueillir les informations qu'on a. Juste le fait de, par exemple, les commentaires, tout le monde a le droit de commenter sur des sujets justement qu'on ne maîtrise pas. Et justement, donc on se retrouve victime et on n'a pas les outils justement de se défaire
de cette liberté qu'on a donnée, entre guillemets. Ouais, moi, je ne vais pas me prononcer sur la liberté d'expression, mais je pense que normalement, les commentaires qui ne sont pas étayés, qui ne sont pas argumentés, qui sont des impulsions, des réactions, devraient n'avoir que très peu de poids. Enfin, et ça, si vous voulez, c'est incroyable comment le fait d'avoir un avis apparaît comme étant tout le contraire de se forger un avis. C'est-à-dire, le fait d'avoir un avis semble nous dédouaner de l'envie ou de l'obligation de s'instruire à propos de ce sur quoi on a un avis. Par exemple, si je dis « je suis contre la 5G », j'ai même pas besoin d'enquêter pour savoir ce que c'est. Si je dis « je suis pour la 5G », je peux dire cette phrase sans être capable de dire ce qu'est la 5G. Et donc, se forger une opinion, c'est tout à fait le contraire. J'aime bien cette expression parce qu'elle renvoie au travail du forgeron. Donc, se forger une opinion, ça veut dire sortir son crâne de son cerveau, le poser sur une enclume, prendre un marteau. Le marteau, c'est des arguments qui viennent contester, malmener, contredire les pensées qui sont dans ce cerveau. Taper dessus. Et le cerveau est obligé de réagir à ce qui le provoque. Et une fois qu'il a été ainsi martyrisé, enfin qu'il a éprouvé la joie de penser, plutôt, vous interrogez ce cerveau, et là, vous saurez ce qu'il pense. Mais une pensée qui n'a jamais été activée contre elle-même n'est pas une pensée, c'est une croyance. Et j'ai rien contre les croyances, on en a tous. Par contre, il y a des sujets à propos desquels les connaissances sont venues contester certaines croyances. Et c'est ça qui m'importe. C'est non pas d'éradiquer les croyances, c'est de faire en sorte que lorsqu'elles ont été démontrées fausses, qu'elles correspondent à ce qu'on pourrait appeler des contre-vérités, alors cela se sache. Voilà, merci beaucoup. Il y a l'allocution. Donc maintenant, il est prévu de passer une allocution de votre ministre, de notre ministre d'ailleurs à tous, Frédérique Vidal, que j'ai fait il y a quelques jours à Paris, puisqu'elle n'a malheureusement pu être là présente à l'heure qu'il est, dans l'espace-temps d'aujourd'hui. Donc nous écoutons, mais restez là, nous écoutons Frédérique Vidal, si c'est possible.